Bienvenue à tous. Donc pour ma part, du coup, Victor, je suis donc directeur de Pix4 France et consultant en gestion des processus amélioration continue. Je suis accompagné aujourd'hui de deux experts que sont Fabrice Kaufmann. Je te laisse dire un mot sur toi. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Oui, donc moi je suis Fabrice Kaufmann, je suis le directeur d'un cabinet qui s'appelle Carrefour des compétences, qui travaille sur la France et l'international. Et donc moi-même, je suis aussi consultant, formateur et coach. Et mon domaine de spécialisation, c'est la conduite du changement, en particulier dans des projets organisationnels ou des projets RH dans des environnements complexes et ou dégradés. Merci Fabrice. Et je suis également accompagné de Fabrice Falm. Je te laisse te présenter également. Bien, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, moi, je suis entre Victor et Fabrice. Je suis un expert process et change. Je suis aujourd'hui dans ce webinaire en membre du comité exécutif de France Processus. Merci Fabrice. Eh bien, voilà, ben, fort de ces deux personnalités, on va commencer maintenant cette présentation. Alors, rapidement, voilà quel va être notre planning du jour. Donc, on a quatre parties principales. On va d'abord aborder les problèmes régulièrement rencontrés au travers de cette gestion des flux, hein, finalement. On va voir les perturbateurs en question, on va se concentrer dessus et les voir en détail. Et on va voir comment, finalement, on peut travailler sur ces flux pour améliorer, les réguler et obtenir une meilleure performance. On va voir aussi comment tout ça, ça se répercute bien sûr sur les collaborateurs pour conclure. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je vous laisse la parole, Fabrice. Eh bien, avec Victor et avec Fabrice, aujourd'hui, nous allons vous révéler un secret, le secret de la performance. Rien de moins, me direz-vous, et tout cela en 45 minutes. Bon, d'accord. Au-delà du teasing, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Notre propos aujourd'hui tient en une formule. La performance est dans le flux. L'essentiel de la performance et des dysfonctionnements dans les processus n'est en fait pas dans les activités, mais dans les flèches, dans les interactions entre les activités. Et avec une pointe de provocation à assumer, nous osons même vous affirmer que la performance est avant tout une affaire de régulation et non pas de contrôle. On peut passer à la diapo d'après. Encore. Avant d'aller un peu plus loin, quelques exemples de situations vécues que vous avez probablement déjà tous et toutes rencontrées et qui ont trait à deux grandes catégories de problèmes. En fait, le premier, c'est le manque d'organisation et le deuxième, c'est une organisation inadaptée. Les problèmes sont souvent soit dans l'une, soit dans l'autre de ces deux catégories. Elles se traitent d'ailleurs assez différemment l'une de l'autre. On peut passer. La première situation est un grand classique. Les problèmes de communication, d'incompréhension, de quiproquo, voire même parfois, il faut le dire, de mauvaise foi entre acteurs, euh, du genre je te l'ai dit, ah non, mais moi j'ai pas reçu l'information. Le processus est bien défini, mais le problème est dans l'interaction entre les deux acteurs. La non-performance est dans le flux et non pas dans l'ordonnancement des activités. Oui, alors, écoutez, autre exemple, l'absence de standards bien définis, alors qu'on peut retrouver dans tout type de situation, fonction support, la paye par exemple, mais c'est également valable aussi pour des services de production. Donc, absence de standards bien définis qui va entraîner ce que l'on appelle en lean management de la variabilité dans le processus. Autrement dit, le processus est variable dans sa réalisation, il est variable aussi dans ses résultats. Et donc, cette variabilité devient une source de coûts cachés. Hein. Donc, les coûts cachés, donc, typiquement, ça peut être des activités chronophages, de la perte de temps, hein, c'est souvent en lien avec ce point-là, mais également, à côté, une dégradation des conditions de travail. Voilà, donc, il va s'agir en effet de réduire la variabilité dans le processus qui renvoie donc à
de la standardisation et de l'homogénéisation. Troisième exemple. Alors, troisième exemple, c'est le processus dysfonctionnel. Alors, dysfonctionnel, ça peut être aussi un processus amélioré, un processus qui génère, par exemple, des gaspillages, qui génère des coûts cachés. La problématique, finalement, c'est pas tant qu'il est dysfonctionnel à l'instant T, c'est qu'il reste dysfonctionnel dans le temps. Donc, vous voyez, à l'instant T, T plus 1, T plus 2, donc finalement, on reste sur quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et là, on en a une problématique d'ailleurs qui concerne assez largement les acteurs et en particulier ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir suffisamment à la fois une organisation optimisée, également on pourrait aussi ajouter des liens euh, de bons liens finalement entre les acteurs, eh bien, on n'a pas cette intelligence collective et cela se concrétise, se matérialise par une incapacité ou des difficultés, tout au moins, à résoudre le problème. Et de ce fait, le processus reste dysfonctionnel. Alors, un autre exemple qu'on peut retrouver, c'est la manque de prise en compte du contexte eh ben, d'une filiale ou d'une entité donnée. Alors, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans notamment les grandes organisations, forcément. Ça peut être aussi dans le public ou le parapublic, hein, où on peut avoir des organisations qui s'étendent sur plusieurs territoires avec des équipes qui peuvent être étalées dans l'espace. Bon, en général, dans ces organisations, on a une volonté qui est louable, hein, qui est la volonté d'harmonisation des processus, des procédures, de façon finalement à mieux maîtriser finalement tout ce qui se passe et à proposer une qualité équivalente à un endroit ou à un autre dans ben, finalement la satisfaction, la recherche de la satisfaction de nos clients ou de nos parties prenantes. Eh bien, bon, cette volonté, c'est une chose, mais eh bien, elle peut enfin, aboutir finalement à la réplication telle quelle de processus d'une entité reine en fait sur des sociétés filles ou des antennes régionales qui vont finalement ne pas se retrouver dans ces éléments génériques. Euh, du coup, bah, pourquoi ils vont pas s'y retrouver? Parce que bah, déjà, on ne prend pas du tout en compte, finalement, en imposant ces processus, bah, des spécificités, des besoins qu'il y a au local, hein. Finalement, on peut avoir, ben, par exemple, un territoire qui nécessite des aménagements particuliers, si on parle, par exemple, d'une entreprise de construction, qui vont être différents d'un autre territoire où les conditions, par exemple, climatiques vont être différentes. On va avoir aussi une résistance du coup au changement qui va être bah, induite par ce manque de prise en compte. Et du coup, on va avoir des réactions que vous avez peut-être déjà vécues dans votre vie professionnelle où on a une défiance vis-à-vis de la centrale qui veut imposer sa façon de faire et de voir. Donc ça, c'est un risque pour la culture du groupe finalement, puisqu'on peut avoir finalement ben, de la non-performance également bah, relationnelle qui découle finalement de ces frustrations et de ce manque de prise en compte. Et on va aussi, bah, en imposant des processus types, on va décourager finalement l'innovation locale, puisque quand on est sur place, et ben, des fois, on peut constater dans une filiale ou dans une autre, peut-être de manière plus évidente que dans une autre, certains éléments qui vont nous permettre d'atteindre une meilleure performance. Et ben, parce qu'on sait qu'on doit respecter à la lettre les processus de la centrale, et ben, on va finalement quelque part se censurer et ne pas les proposer, ne pas les appliquer et ne pas les remonter à la centrale qui ne va pas les appliquer. Donc, on va perdre ce potentiel d'innovation et donc de performance. Donc, voilà, tous ces éléments concourent à une mauvaise performance par manque de prise en compte du contexte, par exemple, d'une filiale. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est une organisation qui se serait dotée, au contraire, d'une multitude de procédures très lourdes et très peu cohérentes. Du coup, ça a bien sûr des effets hein, qui peuvent être fatals sur la performance. Bon, c'est très bien enfin, encore une fois, hein, on part souvent, ces problématiques-là naissent d'une volonté louable. Là, la volonté, pour le coup, c'est de détailler de façon précise les actions que doivent réaliser les différents acteurs sur place, avec le plus d'informations possible pour bah, finalement les autonomiser dans leur travail. Mais le problème, c'est que ben, ça peut se faire d'une façon où, alors ça peut être déjà d'une part surchargé, un peu indigeste,
et d'autre part, où on n'a pas forcément de coordination entre les différentes équipes ou entre les différents sites sur le comment on retranscrit ces procédures, ces processus. Et ça, ça peut être notamment un problème de méthodologie. Donc, typiquement, voilà, je vais avoir des personnes qui vont modéliser des processus au sein d'un PowerPoint. Il y en a d'autres qui vont faire ça dans un Word. Et puis, personne ne va respecter de sémantique précise. Et donc, ben, dès que je lis les processus rédigés par Jean-Michel ou ceux de Janine, eh ben, ça va être complètement différent. Donc finalement, les procédures, elles vivent comme autant de documents isolés, sans harmonisation méthodologique. Ça va entraîner donc des difficultés derrière d'adoption par nos lecteurs, difficultés de compréhension et d'accès à l'information globale parce qu'on n'a peut-être pas centralisé ça dans le même système. Donc finalement, chacun va piocher dans ses copies locales et peut-être ne vit pas avec la dernière version. Donc voilà, peut engendrer en plus des non-conformités. Et donc, on a vraiment des risques de redites et de contradictions ben, qui naissent de cette surdocumentation et de la lourdeur de l'information qui est transmise, et donc une perte de performance une fois de plus. Et puis, un dernier exemple d'illustration que j'ai pioché et que j'ai rencontré au détour d'une mission, une comptable bien malheureuse dans son processus. Son fardeau est qu'elle porte à la fois les activités clés du processus et qu'elle est au centre de l'aiguillage et de la coordination globale du processus. Résultat, elle est sous l'eau. Il y a des dossiers qui s'empilent sur son bureau, tout devient urgent, elle ne sait plus où donner de la tête, et puis un jour, ben, elle fait une grosse erreur. Et la faute à qui? La faute à son incompétence? Ou la faute à l'orchestration du processus? Ou la faute à la gestion des flux dans ce processus? Voici pour ce dernier exemple. Quels sont ce que l'on a appelé les perturbateurs de flux? Eh bien, les praticiens du lean management le savent depuis longtemps. Ils appellent ça les MUDI, MURI, MURA, gaspillage, excès, variabilité, à-coups dans les processus. Et en particulier les gaspillages. Savez-vous que 50 à 80% des activités dans un processus non optimisé sont de pures activités de gaspillage? Ça laisse à réfléchir. Et c'est vrai pour tous les processus, dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes. Et avec Victor et Fabrice, nous souhaitons attirer votre attention sur un quatrième perturbateur de flux, qui est la non-qualité relationnelle entre les membres d'une éthique. Mais on y reviendra un tout petit peu plus tard à cette dernière dimension de la non-qualité relationnelle. Patientez encore un tout petit peu. Euh, alors, lorsqu'on cherche des perturbateurs de flux, ben, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour trouver les problèmes. Euh, et c'est d'ailleurs pas la même chose pour trouver des solutions, malheureusement. On passe souvent beaucoup de temps à chercher des solutions à nos problèmes. Quelques exemples à la volée de ces perturbateurs de flux. Le syndrome du juste au cas où, faire plus que demander, des rédactions de rapports, des mises à jour de tableaux de bord qui ne sont pas exploités, des recoupements d'informations sur plusieurs bases de données, une mauvaise ergonomie sur le poste de travail, la réunionnite aiguë, on connaît bien ça en France, la réunionnite aiguë, l'absence de retour sur expérience. La liste peut être longue, très très longue. Et je vous invite simplement à prendre un pas de recul dans vos propres processus à vous, cherchez, et je suis sûr que vous allez trouver, assurément. Merci Fabrice. Donc je vois qu'à ce stade, il n'y a pas de nouvelles questions dans l'onglet questions et réponses. Du coup, on va pouvoir dérouler sur la partie suivante directement. Eh bien, la partie suivante, eh bien, j'enchaîne. Tu peux passer la diapo. Voilà. Euh, le problème qui chapeaute tous les autres est notre difficulté à gérer le temps. En effet, la flèche du temps nous file entre les doigts. Les délais, les temps de réponse, les inerties, la procrastination sont les premiers des perturbateurs de flux. Et en plus, l'effet est boule de neige. On peut très, très vite perdre le contrôle. Et le premier pas pour gagner en performance commence souvent par identifier les nœuds d'étranglement et ces problèmes qui sont dus à la flèche du temps. Tu peux passer si tu veux. Voilà. Pour passer d'une gestion subie
d'un flux contrarié à une gestion maîtrisée, le principe clé est de mettre en place des dispositifs de régulation. Et on va vous expliquer tout ça. Prochaine diapositive. En fait, il faut bien comprendre ce qu'est la régulation. 3 schémas d'évolution possibles dans un processus. Le premier, c'est l'homéostasie. Le processus cherche à préserver sa cohérence interne à tout prix, quitte d'ailleurs à dégrader la performance. Et l'homéostasie, il faut savoir que c'est un mécanisme très, très puissant. L'équilibre est instable. Et par cette instabilité et cette fragilité de l'équilibre, il est toujours avisé de garder un œil sur le processus et de faire des revues de processus régulièrement. Le deuxième mécanisme, c'est l'accroissement. Le processus, qu'il soit contraint, forcé ou alors même de façon volontaire, accepte de bouger ses équilibres intérieurs. Et là, ça produit des résultats qui peuvent aller dans les deux sens, soit dans le sens de l'amélioration, soit dans le sens de la dégradation. Et puis le troisième mécanisme, c'est un mécanisme de bifurcation, de changement d'état, qui intervient souvent à la suite d'un dysfonctionnement majeur, euh, qui lui-même peut être dû à un signe noir, un événement que l'on n'avait pas vu venir, ou alors à un effet de seuil capacitaire dépassé par le processus. Et là, le processus est susceptible de complètement de changer d'état, voire de se bloquer et devenir complètement dysfonctionnel. Ou à l'inverse, de s'améliorer considérablement. Prochaine diapositive. Plusieurs outils de régulation sont mobilisables et Fabrice va vous les présenter. Oui, alors, effectivement, parmi ces outils de régulation, on va en citer deux types. On a un premier type d'outil qui est la régulation des flux d'activité, finalement, qui est une approche plutôt en lien avec la coordination. Vous voyez. On reste quand même sur quelque chose qui est assez typé organisation, mais on commence à aborder les problématiques de management. Alors avec donc des approches solutions, notamment donc c'est souvent des approches et des outils que l'on apporte en conseil, que l'on apporte voilà pour mieux piloter les flux de processus. Là vous avez trois outils. Le premier, alors qui est bien connu d'ailleurs par les praticiens du Lean, qui s'appelle le diagramme de flux, hein, qui a une représentation visuelle. On en a eu d'ailleurs un exemple il n'y a pas longtemps. La matrice de Rassi, qui veut dire en fait globalement le qui fait quoi, hein, c'est-à-dire qui est responsable de quoi, est approbateur, qui est consulté, qui est informé. Voilà, c'est un outil bien connu et efficace. La revue de processus, bon, qui donc est l'une des étapes du management de processus, qui vise donc à les améliorer et à ce que les choses d'ailleurs soient bien structurées. Deuxième point, c'est la régulation des relations. Donc ici, alors, on est moins sur la question de l'organisation, davantage sur la question de l'humain. Et c'est notamment une partie qui est très orientée sur le management, vous voyez. Mais pas seulement d'ailleurs, parce que dès lors qu'on aborde par exemple l'intelligence collective, vous voyez, ça dépasse hein, cette question purement managériale. Et là, autant sur le premier point, on va être typiquement sur les approches, les types conseils, pour apporter donc des éléments de réponse. Autant dans le second, on est plutôt sur des approches de type coaching pour faire en sorte d'ailleurs que les équipes trouvent leurs solutions. On ne les apporte pas. Et là, vous avez donc d'autres types d'outils. Par exemple, la grille d'interface, qui est plutôt un outil en fait de systémicien. On en dira un mot tout à l'heure. L'outil ORF, qui est plutôt un outil, je dirais, de coaching pour aider à la régulation, hein, opération régulation formation. On en dira également un mot. Et enfin, ce qu'on appelle aussi le partage de représentation, ce qui renvoie d'ailleurs assez largement, quand ça n'est pas le cas, à un frein cognitif, c'est-à-dire en fait des représentations qui sont non partagées au sein d'une équipe. Les gens, effectivement, ne font pas les mêmes constats, n'ont pas les mêmes points de vue, ne voient pas les mêmes solutions. Bref, et même souvent d'ailleurs, collectivement, on ne les voit pas du tout. Et donc ça, le partage de représentation, c'est un point totalement majeur, vous voyez, mais là, on est dans le domaine humain et relationnel. Alors, premier point ici pour un pilotage efficace. Donc, alors, un changement de perspective est souvent bienvenu, hein, voire nécessaire. Alors,
une distinction entre ce qu'on va appeler le processus efficace, qu'on va qualifier de niveau 1, et le processus performant, qui est le niveau 2, c'est-à-dire qu'on veut aller au-delà. Passer d'une logique fonctionnelle à une logique organisationnelle. Dans le premier cas, donc, finalement, ça fonctionne déjà bien. On a une répétabilité sans faille des activités, donc il n'y a pas de dysfonctionnement. Finalement, le produit ou le livrable est conforme à ce qui a été prévu, ce qui était attendu. La performance est contrôlée, ce qui veut dire qu'il y a quand même des indicateurs que l'on suit, que l'on mesure, vous voyez, et éventuellement on rectifie le tir aussi. Et on atteint donc les objectifs propres à chaque processus. Dans le second cas, on va plus loin. Donc là, on devient réellement performant. C'est-à-dire que là, euh, certes, les activités fonctionnent bien, mais les interfaces entre les activités eh bien, se déroulent bien, hein. Donc les interactions vont être fluides entre activités, entre acteurs aussi. Le client est satisfait, et donc ça, que le client soit interne ou externe, c'est finalement le résultat global qui est recherché. On génère de la valeur. Bien évidemment, s'il n'y a pas de valeur, le client voilà, percevra pas, je dirais, l'intérêt de ce qui lui est délivré. Et enfin, au-delà d'atteindre des objectifs propres à chaque processus, on va atteindre des objectifs globaux, c'est-à-dire des objectifs stratégiques qui vont envoyer notamment à des éléments économiques, des éléments financiers, mais aussi aux aspects sociaux. Oui, alors toujours effectivement, autre point pour un pilotage efficace, où et quoi regarder. Donc ici, plusieurs points. La question des interactions entre entités organisationnelles, entre acteurs, entre processus. Et donc là, ce qui renvoie à la question de la coordination et de la coopération. Ça peut sembler être un point acquis et relativement évident, il n'en est rien. C'est souvent la problématique principale, hein, dans la plupart des organisations, quelle que soit l'activité ou quelle que soit je dirais, la taille, hein. Et le fonctionnement en transversalité, voilà, qui ne dépend d'ailleurs pas que de critères organisationnels, mais qui dépend aussi d'une volonté de coopérer entre des acteurs, par exemple, issus de fonctions différentes. Deuxième point, donc la qualité relationnelle. Des stratégies d'acteurs bien comprises, on en revient au partage en présentation, des acteurs qui sont motivés et engagés, hein, ce qui n'est pas si évident que ça à maintenir dans le temps. Troisième point, des écarts et zones de flou entre le prescrit et le réel. Donc, bah, effectivement, donc là, l'idée, c'est de réduire hein, les écarts que l'on peut observer entre le prescrit et le réel. L'idée, effectivement, c'est que le réel va correspondre au prescrit, ou alors, effectivement, il s'agit en tout cas de revoir ce qui est le prescrit. Des marges de liberté d'initiative des acteurs, il en faut, hein, il ne faut pas non plus effectivement que tout soit réglé comme du papier à musique, si je puis dire, et que ces marges de liberté soient bien autorisées, ou pour certaines, effectivement, quand elles sont nuisibles, soient repérées et non autorisées. L'effectivité de la promesse faite au client, eh oui, parce que le client, effectivement, il a une tendance en fait à ne pas revenir ou exprimer son mécontentement quand la promesse n'est pas tenue. C'est quand même, d'ailleurs, on pourrait dire le point final. La capacité de résilience, adaptation des processus, et oui, parce que l'environnement, en fait, il est totalement instable hein, ou très instable hein, dans beaucoup d'activités. Donc, les processus ne peuvent pas se maintenir, ils sont revus, ils sont optimisés, et parfois, d'ailleurs, ils sont reconfigurés. On fait parfois donc, ce qu'on appelle du business process reengineering. On va plus loin. Et enfin, l'efficacité des systèmes et technologies, c'est-à-dire qu'il y a bien un parallèle entre les processus et systèmes d'information, hein. Vous savez, on parle de processus, on parle aussi de flux de tâches, de workflow, pour reprendre l'anglicisme. Et d'ailleurs, dans les logiciels, on implémente en fait des workflows, des processus qui vont d'ailleurs décrire, je dirais, enfin, qui vont permettre à la structure de fonctionner. Et donc, le processus doit se retrouver dans le fonctionnement ou des outils informatiques. Alors, toujours dans notre souci d'efficacité, du pilotage, première recommandation, aller voir sur le terrain. Et oui, parce que les managers, effectivement, ne vont pas forcément toujours voir suffisamment sur le terrain. Et les problèmes apparaissent sur le terrain, généralement. Ou en tout cas, les problèmes du premier niveau. Les solutions sont, viennent aussi très
Très souvent du terrain, hein. C'est souvent, je dirais, le manager va souvent trouver la solution, d'ailleurs en allant consulter les opérationnels sur le terrain. Donc, il est important de leur faire confiance pour analyser les problèmes et les résoudre, donc trouver les solutions. Et enfin, donc, un dernier point, qui est d'ailleurs un point sur lequel le Lean est tout à fait intéressant comme approche, c'est de mettre en place des rituels managériaux. Vous voyez, donc des animations à intervalles courts, d'autres à intervalles plus longs, mais en tout cas de structurer le travail pas seulement par des processus, mais aussi par des rituels d'animation. Deuxième point, alors toujours dans notre souci d'efficacité du pilotage, géré par petits lots. Alors, c'est une problématique qui peut peut-être parler davantage aux industriels que dans le service, mais dans le service aussi, hein, on a ces problématiques-là. Si je prends par exemple une caisse de sécurité sociale, il va y avoir aussi donc des lots de dossiers à traiter, par exemple. Alors, la gestion par petits lots ou petites quantités, de façon générale, de façon répétée dans le temps, est souvent préférable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question de bon sens. Ça permet effectivement plus de souplesse, plus de réactivité, et souvent d'ailleurs aussi en termes de conditions de travail des équipes et de management, c'est plus facile. Appuyez-vous donc sur la capacité à faire et aussi à s'adapter de vos équipes. Voilà, travaillons elles-mêmes plutôt, donc, comme on l'a dit, par petits lots. Et enfin, donc, fixer des objectifs et les indicateurs, donc certes au niveau de l'équipe, mais les décliner aussi au niveau de chaque poste. Et puis donc d'ailleurs aussi laisser une certaine liberté d'adaptation, ou en tout cas avoir une discussion ouverte entre effectivement celui qui occupe le poste et son manager pour faire évoluer ses objectifs et indicateurs. Troisième point, donc toujours dans notre souci de pilotage efficace, donc s'organiser en flux tiré. Imprimer la juste cadence, fonctionner, vous savez, ce qu'on appelle le JAT, le juste à temps d'ailleurs. Donc, pas de production sans commande aval, c'est-à-dire sans commande du client. Vous voyez, là, on a un petit comparatif. Quand on regarde le fonctionnement qu'on a en haut, donc l'usine, vous voyez, enfin des usines d'ailleurs jusqu'au client final, avec donc finalement un fonctionnement qui va aboutir à la création de stocks. Des produits poussés dans le flux de production, d'ailleurs sans forcément réfléchir ou prendre en compte la capacité du poste aval à traiter la demande, traiter, savoir finalement que faire et transformer ce stock. Et donc là, c'est un fonctionnement qui est générateur de stock. Alors la problématique du stock, c'est que c'est coûteux, hein. Le stock, effectivement, c'est un coût qui se mesure tout à fait en comptabilité analytique. La bonne pratique étant davantage celle finalement donc de flux tirés, c'est-à-dire que les produits avancent dans le flux, ils sont tirés par le poste aval et non pas effectivement ils ne déboulent pas, ils n'encombrent pas le poste aval. Dans ce mode de fonctionnement, donc ce poste aval est en mesure de traiter les flux, voilà, parce que ce sont des flux tirés et on aboutit à un processus qui va être plus fluide et qui va générer moins de stock, donc qui sera aussi moins coûteux. On peut d'ailleurs ensuite après creuser le sujet avec des méthodes qu'on appelle l'ABC, l'ABP, l'ABM, voilà, qui seront donc des méthodes de comptabilité analytique. Quatrième et dernière recommandation, donc ici, euh, c'est la logique en fait d'existant et la logique de cible. L'existant, les actes d'amélioration, la cible. Alors certes, on peut effectivement voir le changement comme étant de la reconfiguration, quelque chose de disruptif, mais souvent le changement, c'est l'amélioration continue, hein, ce qu'on appelle en ligne donc les chantiers Kaizen. Donc on va faire comme ça, on va dire des chantiers qui ne sont pas forcément des gros chantiers, des chantiers souvent pilotés par des opérationnels qui vont aboutir à des résultats et à une accumulation souvent de bons résultats. Donc, vous avez ici une petite illustration. Alors, on va bien évidemment pas aller voir ce qui est écrit dans le processus, mais vous voyez, sur la partie ici de gauche, on a un processus qui a été défini. C'est quoi? C'est un diagramme de flux d'ailleurs. Dans le second temps, imaginez qu'on réunisse une équipe et puis on repère effectivement tout ce qui ne va pas. Les gaspillages, les coûts cachés, les dysfonctionnements divers, des activités notamment sans valeur ajoutée, voire inutiles. Et à partir de là, donc, on va eh bien, supprimer, vous voyez, ou, et résoudre tous les problèmes qui se posent
aboutir donc à un processus cible qui sera généralement d'ailleurs un processus simplifié. Et oui, parce qu'effectivement, la bonne organisation, elle rime généralement avec simplicité. Mais faire simple n'est pas si évident que cela. Alors merci du coup à Fabrice et Fabrice. Dans cette partie, il y a eu beaucoup d'illustrations. Il y a d'ailleurs des premiers éléments de réaction là, qui se sont mis en place parmi nos participants. Alors déjà, il y avait une question, c'est la question de la mesure de la fluidité d'un processus, sachant que la performance du processus dépend et est mesurée en fonction des performances des sous-processus de ce processus. Donc voilà, comment finalement vous procédez sur le terrain quand vous devez évaluer du coup cette fluidité d'un processus qui comporte plusieurs sous-processus qui eux-mêmes sont évalués. Alors est-ce que il y a une synthèse globale qui est faite par-dessus dans votre méthode ou est-ce que vous préconisez finalement qu'on reste au niveau du sous-processus? Et moi, je dirais que personnellement, il ne faut quand même pas que le processus soit trop complexe, hein. C'est-à-dire, on peut s'interroger quand même sur le nombre de sous-processus. Regarder aussi les interfaces entre les sous-processus. Et moi, je pense qu'il faut toujours avoir une vue globale sur le processus, hein, parce que finalement, je peux très bien avoir des sous-processus assez satisfaisants et au final avoir un processus qui soit vraiment lourd et contraignant, qui soit tout à fait d'ailleurs à l'image de ce que Victor a décrit. Et donc ça, d'ailleurs, c'est totalement démotivant pour les acteurs. Alors, moi, personnellement, je pose une simple question aux acteurs du processus, euh, qui est celle-ci. euh, Quelle est ta capacité à faire? Et as-tu le sentiment d'être arrivé à dépasser ta capacité à faire, à traiter ton travail et tes opérations? Si la réponse est non, c'est que le processus, globalement, il est fort probable qu'il soit très fluide. Si un ou plusieurs acteurs me disent ben non, là, j'ai du travail par-dessus la tête et je m'en sors plus, il est fort probable qu'il y ait un problème dans le flux. Et la capacité à faire, c'est un élément de mesure. On peut calculer la capacité à faire sur différents critères, nombre de dossiers à traiter, nombre de produits de décision à, à actualiser. Enfin, les acteurs vous diront, en fonction de l'activité qu'ils gèrent, les indicateurs qui sont les leurs pour juger de leur capacité à faire. Eh bien, merci pour vos réponses. Alors, il y avait une réaction, alors plus qu'une question. Alors après, ça sera l'occasion de partager votre sentiment là-dessus. C'est vis-à-vis de ce qui a été présenté un tout petit peu plus tôt. Alors, attendez, je reviens là. Voilà, du coup, la réaction qu'il y a eu, c'était que la JAT a tout de même montré ses limites avec la Covid-19, avec une grosse augmentation des commandes clients et l'impossibilité de satisfaire ces commandes en l'absence de stock. Et du coup, bah voilà, est-ce que vous avez une réaction aussi par rapport à ça? Parce qu'effectivement, il y a eu cette problématique, notamment ben, par exemple dans le secteur automobile où ben, on a eu des pénuries pendant des années suite à ça qui ont entraîné une augmentation, par exemple, des prix, etc. Donc, est-ce que voilà, quel est votre retour suite à finalement à ce contexte-là? Un Alors, retour. ma première réaction, c'est de dire, en fait, c'est pas une question d'organisation du flux tiré ou flux poussé. C'est une question de supply chain. Ce qui nous est arrivé pendant la crise du Covid-19. C'est-à-dire que les processus n'ont pas réussi à absorber des ruptures de chaînes d'approvisionnement et une augmentation de la demande du client. Mais que les flux aient été poussés ou tirés, ça aurait été les mêmes dysfonctionnements. Et j'aurais même tendance à dire que en flux tiré, le flux tiré a une tendance naturelle à gommer ces effets néfastes. Oui, et moi je rajouterais que bon, je pense qu'il y a effectivement un équilibre à trouver entre le zéro stock et puis un stockage, enfin un stock de sécurité qui soit plus que suffisant.
Ce que je crois aussi, c'est qu'après, ça dépend du secteur d'activité. C'est-à-dire que je n'apporterai pas tout à fait la même réponse, vous voyez, si on parle de médicaments, que si on parle, vous voyez, de biens de consommation courant comme les téléviseurs. Autant, effectivement, dans l'un, il peut y avoir effectivement des temps d'attente. Alors peut-être que ça peut être préjudiciable à l'activité de l'entreprise, hein, ça c'est possible, hein. Mais bon, sociétalement, c'est admissible. Par contre, vous voyez, sur la question de médicaments, là, c'est pas admissible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter que, on soit en rupture, par exemple, sur des mois et des mois, de médicaments. Voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder un petit peu le sens, hein, vous voyez, de la chose et d'apprécier la réponse à la question par rapport à ce sens. Ouais, je rajouterais aussi un autre élément qui est aussi la préservation finalement des capacités financières de l'organisation. C'est vrai que le fait de fonctionner en flux tiré va permettre, on va dire, de réduire la prise de risque associée du coup ben, forcément à des surstocks, etc., du point de vue financier, puisque ben, ce qu'on stocke, c'est ce qu'on n'a pas vendu. Et donc, ben, dans le cadre de la Covid-19, hein, par exemple, le fait d'avoir cette gestion en flux tiré a permis à certaines organisations de limiter la casse en termes justement de surstock et donc de dépenses engagées sans pouvoir ben, déboucher à une vente, par exemple. Et donc à consolider ces organisations et leur a permis de traverser d'une meilleure façon, voire de traverser tout court la crise. Donc voilà, il y a quand même bah, voilà, de multiples aspects positifs, y compris dans ces cadres exceptionnels tels que la crise sanitaire qu'on a vécue. Alors, la transition est faite, du coup, avec ces réponses à ces premières questions. On va pouvoir continuer sur la quatrième partie avec les collaborateurs, donc. Et je te laisse la main, Fabrice. Alors, est-ce que vous vous rappelez du teasing du début de notre conversation où je vous ai présenté les trois grandes familles de perturbateurs de flux, les gaspillages, la variabilité, les à-coups et les excès. Et puis j'avais dit plus une, la non-qualité relationnelle. Eh bien, on y vient. Et j'aurais même tendance à dire le meilleur pour la fin. Savez-vous que 82% des échecs en entreprise sont dus à des dysfonctionnements relationnels entre les individus? Alors, on parle de processus depuis 30 minutes maintenant pour s'apercevoir en fin de présentation que le sujet le plus sensible et le plus important, finalement, c'est la qualité des relations euh, que les individus génèrent entre eux. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que précisément ça, c'est pas dans les processus. Mais avec Fabrice et Victor, on avait envie de terminer ce webinaire par ce point-là parce que c'est un vrai perturbateur de flux. Prochaine, voilà. Alors, on le sait tous, nous l'avons tous expérimenté, la non-qualité relationnelle est un risque majeur de non-performance. Euh, et sur ce sujet-là, la martingale n'existe pas. Pour autant, il nous semble que sur ce sujet, beaucoup se joue dans la posture managériale. Une posture qui invite au collaboratif, au participatif, au faire avec les acteurs et non pas penser pour eux, faire pour eux, voire parfois faire contre eux. L'enjeu, selon nous, c'est de véritablement changer de logiciel managérial, passer d'un management par la contrainte et le command and control à un management par la mobilisation, l'engagement, la confiance. Et Fabrice va nous donner quelques outils. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous donner un certain nombre d'outils de coaching. Ça, c'est mon côté, effectivement, coach, à côté de la casquette de consultant. La philosophie générale, globalement, c'est un petit peu, si vous voulez, ce qu'on appelle la théorie X et Y de McGregor, d'ailleurs, hein. C'est passer de la logique d'obéissance à la logique de confiance. Bon. Alors, la question, effectivement, c'est dans un premier temps déjà analyser, diagnostiquer les relations entre les acteurs. Et donc, les acteurs, en fait, si je prends A et B d'un côté, vous voyez, d'un côté et de l'autre, ils vont avoir en fait des relations. On va avoir finalement entre A et B ce qu'on appelle les interfaces. Là, vous avez ici donc une illustration qui est un outil de systémie d'ailleurs, hein,
Et donc, on crée une vision, si vous voulez, je dirais, de l'entreprise, de l'équipe, comme un système, hein, comme un système qui est composé d'acteurs. Voilà. Là, d'ailleurs, on s'intéresse pas spécifiquement à la personnalité de l'acteur. On va s'intéresser aux relations entre les acteurs. C'est ça, la systémie. Et donc, la question à se poser, finalement, vous voyez, vous réunissez A et B qui ne s'entendent pas, avec d'ailleurs, globalement, des relations et un processus dysfonctionnel, et vous leur posez la question suivante. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que A attend de B? Qu'est-ce que B attend de A? Vous voyez, hein, dans un sens, dans un autre. Ensuite, question 2, finalement, ce que vous n'attendez pas de l'autre. Alors souvent, ce qu'on n'attend pas de l'autre, d'ailleurs, ce sont des comportements inadéquats, hein. C'est souvent ça que n'attend pas, et c'est souvent ça, d'ailleurs, qui est nuisible dans l'entreprise et dans le processus. Également, troisième point, ce que je suis prêt à fournir à l'autre. Voilà. Est-ce que d'ailleurs je suis prêt à lui fournir tous les éléments? Bah, sans doute non, parce que, vous voyez, à côté, il y a un quatrième point, ce que je ne suis pas prêt à fournir à l'autre, et d'ailleurs peut-être qu'il y a un certain nombre de points, vous voyez, sur lesquels je ne suis pas prêt à coopérer. Voilà. Donc, ça, c'est une première diapo qui permet, vous voyez, qui illustre en fait un diagnostic relationnel que l'on va faire entre deux acteurs. Et on va passer donc à la diapo suivante, qui est donc le prolongement bien, de la première. Et donc, vous voyez, quand vous faites ce travail-là avec des acteurs dans un processus, eh bien, vous allez faire apparaître quoi? Vous allez faire apparaître les zones de tension. Mais oui, mais il est grand temps, à un moment donné, de faire ressortir les tensions et de passer du non-dit à des choses qui sont verbalisées et qui sont exprimées. Alors, ça peut sembler simple, mais la tendance naturelle de l'être humain, elle n'est pas justement d'exprimer ces points de tension et de les verbaliser. Elle est plutôt alors ça des personnalités, mais elle est plutôt, dans le cas général, de les garder pour soi, vous voyez, et puis d'avoir en fait des zones de tension qui enquistent finalement le fonctionnement de l'organisation et du processus. Une fois qu'on a posé ces non-dits, ces éléments qui sont donc des tensions, on va aller ensuite sur la zone de développement, c'est-à-dire qu'on va aller dépasser les problèmes. On va essayer de définir une position de consensus, tout au moins une position de compromis, se mettre en position méta, c'est-à-dire se mettre en position hélicoptère, c'est-à-dire j'ai ma vision, mais je comprends aussi que l'autre a sa vision. Voyez? Et partant de là, eh bien, on essaie d'avoir une vision commune. Voilà, c'est-à-dire qu'on passe à quelque chose qu'on appelle l'intersubjectivité. On comprend l'autre et on lui adresse également aussi du feedback, on lui adresse aussi des signes de reconnaissance. Vous voyez. Et ça, c'est le chemin du progrès dans la relation humaine. Un deuxième outil, donc dans un registre un petit peu différent. Alors, le premier est orienté effectivement, beaucoup c'est sur la logique de diagnostic, mais aussi de régulation. Mais avec ORF, on a ici à proprement parler un modèle, si vous voulez, de pilotage de l'organisation, vous voyez, qui est un petit peu un triptyque, avec un équilibre qui repose sur trois points. Le premier point, c'est ce qu'on appelle les opérations. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la régulation. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle la formation. Vous voyez? Alors, sur la partie opération, partie haute, partie basse. C'est-à-dire d'un côté, partie haute, ce qui est l'essentiel, et partie basse, qui est l'important. Dans les opérations, vous voyez, ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait un travail et qu'on fasse émerger, qu'on construise une vision, qu'on construise de par ce biais, qu'on construise le sens collectivement. Si je vais maintenant sur la partie basse, eh bien, c'est le suivi des actions, c'est le suivi opérationnel, c'est le plan d'action. Mais voyez donc la logique, la vision, la stratégie, le plan d'action. Le deuxième point, c'est R comme régulation. Et oui, mais souvent, il se trouve que les organisations manquent cruellement de régulation. Qu'est-ce que c'est que la régulation? La partie haute, eh bien, vous voyez, c'est travailler sur le partage de représentation et amener de par ce fait de la cohésion dans l'équipe. S'il n'y a pas de représentation partagée, eh bien, finalement, on est en termes de conduite du changement sur ce qu'on appelle des freins cognitifs. On ne partage pas
la même appréciation, la même vision, et on n'avance pas. Partie basse, eh bien, c'est la résolution des problèmes, c'est la résolution de conflits, la résolution de problèmes. On connaît bien ça en ligne, effectivement, notamment avec des méthodes de résolution de problèmes, typiquement, par exemple, le diagramme d'Ishikawa pour ceux qui connaissent. Mais c'est aussi la résolution de conflits. Vous voyez, tout ne se résout pas d'une façon analytique. La résolution de conflits, par exemple, ça peut reposer sur des approches comme le co-développement. Et enfin, donc, la formation. Alors, F comme formation, donc la partie haute avec un travail sur la construction identitaire, c'est-à-dire qu'il y a une identité par exemple au niveau de l'organisation, au niveau de l'équipe, et travailler sur l'autonomisation des acteurs. On ne peut pas avoir des acteurs performants s'ils n'ont pas d'autonomie. Vous voyez, ça ne peut pas fonctionner, je dirais, comme dans une chaîne de production où effectivement chaque acteur, je dirais, n'aurait pas d'autonomie et finalement on ne pourrait pas agir. Voilà. On ne fonctionne plus comme cela, ni dans l'industrie, ni ailleurs. Et la partie basse, donc, c'est l'acquisition de compétences techniques et relationnelles. Là, c'est toute l'importance qu'il y a d'ailleurs à former les opérationnels et plus globalement d'ailleurs à les accompagner sur l'acquisition de compétences variées, y compris d'ailleurs de compétences comportementales. Bon, bah, merci en tout cas pour cette partie. C'est vrai que c'est intéressant de voir en quoi finalement, ben, à la fois donc, ces problèmes relationnels, ils peuvent être ben, parmi les premiers, hein, donc 82%, c'est quand même assez impressionnant dans les problématiques de performance et de voir ben, effectivement les outils qui nous permettent de contrer ces soucis-là, à la fois en termes ben, de travail sur l'organisation, mais aussi en termes ben, finalement de suivi des individus, comme tu viens de nous l'expliquer, au travers d'une approche ben, plus de coach finalement que par exemple de manager ou de responsable d'organisation. Eh bien, du coup, il y avait des réactions déjà par rapport. Alors, elle remonte un petit peu cette réaction-là. Donc, ça concernait aussi les parties précédentes sur la considération des indicateurs de performance autour d'un processus. Alors, est-ce que, du coup, selon vous, il est possible qu'un indicateur de performance d'un processus de niveau N devienne un indicateur de maîtrise d'un processus de niveau N plus 1? Alors, ben, personnellement, je pense que le processus de niveau N, donc qui fait partie finalement d'un processus de niveau N plus 1, qui est un sous-processus finalement d'un niveau N plus 1, bah, il fait partie de la chaîne de valeur de ce processus de niveau N plus 1. Donc, il est important de maîtriser finalement les interfaces entre ce sous-processus et les autres sous-processus qui composent finalement ce processus-là. Donc là, on revient sur finalement justement la gestion et l'optimisation des flux. Et donc, bien sûr, s'il y a un goulot d'étranglement au niveau des données d'entrée ou de sortie finalement d'un des sous-processus, il va y avoir une problématique. Alors après, je ne sais pas si la question pouvait aussi s'étendre à un processus de niveau N qui, du coup, serait décorrélé, enfin, en tout cas, pas immédiatement lié, mais qui ne serait pas un sous-processus d'un processus N plus 1, donc d'un autre processus, d'un cran supérieur. Mais bon, j'imagine que oui. Est-ce que, du coup, Fabrice, ça vous inspire quelque chose? Du coup, est-ce que voilà, cette possibilité de faire remonter finalement un indicateur de maîtrise d'un niveau N à un niveau N plus 1 au niveau des processus? Alors, moi, sur le principe, j'y suis plutôt favorable, mais toutefois, un point de vigilance, c'est-à-dire que, vous voyez, si vous avez, mettons, je ne sais pas, 10 indicateurs au niveau de chaque processus et que vous avez 10 processus, vous voyez, si je les cumule tous, ça fait 100 indicateurs. 100 indicateurs, c'est totalement illisible. Alors, peut-être, effectivement, demain, vous voyez, quand vous aurez une IA qui pourra faire le tri là-dedans, ce sera parfait. Mais comme vous n'êtes pas, et comme je ne suis pas d'ailleurs non plus une IA, eh bien, vous voyez, quand on a 100 indicateurs à suivre, c'est totalement indigeste et on ne parvient pas à piloter. Donc, je dirais comme vigilance sur la quantité d'informations. Alors, moi, j'ajouterais, je dis souvent, peu d'indicateurs, mais les bons. Il est possible de piloter ces processus avec 4, 5, une poignée d'indicateurs. On n'a pas besoin d'une collection d'indicateurs pour piloter ces processus. En revanche, il faut choisir les bons indicateurs.
Et moi, il y a des indicateurs Alors, il y a les indicateurs analytiques et il y a aussi les indicateurs subjectifs. Et j'aime beaucoup les indicateurs subjectifs où je pose simplement la question aux équipes, quelle est la météo du processus? Comment vous vous sentez? Et là, ils me répondent. Et j'accorde énormément d'importance à ces indicateurs qui peuvent paraître subjectifs, mais qui sont en fait très parlants et sur l'état de santé du processus. Et puis qui peuvent permettre effectivement d'identifier finalement des problématiques de performance telles qu'on les a identifiées tout à l'heure et qui peuvent nous permettre finalement de mettre en place enfin, en face, je veux dire, la réponse appropriée, par exemple en piochant dans les outils qu'on a pu voir, effectivement. Alors, et juste un dernier point sur ce sujet-là, puisqu'on parle d'indicateurs. Moi, il y a quelque chose que je vois rarement et que je conseille, puisqu'on parle de gestion des flux et d'interface entre les processus. Suivez des indicateurs qui rendent compte de la qualité des interfaces entre les process. Ces indicateurs-là sont clés. Donc, si vous voulez vraiment gérer vos process et votre organisation dans une logique de régulation des flux, qui est notre sujet aujourd'hui, poser des indicateurs précisément euh, dans les interfaces entre les processus. Et je vous le dis parce que je le vois rarement. Et oui, la performance est dans le flux, comme le sous-titre l'indiquait. Merci pour ça. On va clôturer rapidement sur une petite partie. On répondra au reste des questions juste après. N'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet questions-réponses. Voilà, nous, je fais une petite mise en perspective par rapport à ce que nous, Pix4, on peut proposer. Donc c'est une suite logicielle finalement qui vient en soutien un petit peu à tout ça. Alors certes, elle ne va pas adresser directement les problématiques relationnelles là qu'on a vues, puisque l'idée c'est de s'intéresser d'abord au processus. Et du coup, de permettre la cartographie de ces processus. Là vient notamment cette brique process. Et derrière, elle vient finalement d'étendre la connaissance de l'organisation de ces processus, de ces procédures, de ces instructions par les parties prenantes et donc d'identifier les finalement les fameuses données d'entrée, données de sortie dont on parle depuis tout à l'heure et donc ces flux de façon à pouvoir finalement les optimiser. Derrière, d'enclencher une démarche bottom-up réellement qui permette de pointer les dysfonctionnements. Et là, pour le coup, on peut commencer à arriver sur des dysfonctionnements relationnels via, par exemple, un formulaire de déclaration là, qu'on pourrait retrouver dans la brique amélioration continue, donc qui est la brique Improver. Et bien sûr, vous avez aussi une brique risque qui permet d'identifier et de cartographier tous les risques associés autour en lien avec les processus et de les voir dans une matrice dynamique qui vous permet aussi de prendre les bonnes mesures au bon moment. Donc voilà, pour information, on parlait tout à l'heure de la problématique finalement des processus qui vont être communiqués d'une façon un peu erratique. Il y a trop d'informations ou ça va être communiqué de manière différente d'un pilote à un autre. Donc là, l'idée, c'est de s'appuyer aussi sur une méthodologie. Donc dans cet outil, on va embarquer la méthodologie Calligram, qui a été publiée à l'AFNOR au début des années 2000, hein, qu'on ne sort pas du chapeau qui a fait ses preuves, qui est plus intuitive finalement et plus facile à appréhender sans formation de la part de n'importe qui permet finalement de bien organiser l'information, un format quelque part un peu poupée russe. Je démarre en vision top sur ma cartographie des processus. Je clique sur un de mes macro-processus, par exemple mon processus RH ou mon processus production. Et à l'intérieur, je vais pouvoir identifier la chaîne de valeur de ce processus avec les différentes activités, les différentes finalement procédures qui vont constituer du coup mon niveau 2 hein, dans cette méthodologie Calligram avec finalement ce que vous connaissez et qui est assez classique avec les différents rôles et les différents couloirs de nage. Et je peux descendre jusqu'à l'instruction où je peux identifier pour chaque tâche réalisée par chaque opérateur des points de contrôle et des actions correctrices. Donc l'idée, c'est vraiment de maîtriser le flux à différents niveaux de façon top-down. Globalement, voilà pour cette présentation, on va pouvoir aborder les réponses aux différentes questions. Alors juste avant,
N'hésitez pas du coup à suivre du coup les différents interlocuteurs que vous avez eu aujourd'hui sur LinkedIn, Fabrice Kaufmann, Fabrice Falm et moi-même. Donc on se fera un plaisir aussi d'échanger avec vous si vous nous écrivez par message ou par mail. Donc là, il y a nos mails également qui sont précisés sur cette slide. Donc n'hésitez pas si ça vous a plu, intéressé à nous écrire pour poursuivre les discussions. Du coup, bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page de Pixfor si ce n'est pas déjà le cas. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous puisque vous êtes là. Mais voilà, on fait des webinaires en fait tous les mois, on en fait plusieurs. L'idée avec des experts de différentes sensibilités, de différentes expertises pour en fait finalement échanger autour de toutes les thématiques, autour de la gestion, de l'organisation, des processus, des risques, de l'amélioration continue, de la qualité au sens large. Donc, par exemple, le dernier, vous pouvez aller voir le replay, c'était sur la future ISO 9001 qui s'apprête à sortir dans les années à venir. Donc, on a eu un échange passionnant à ce moment-là. Donc, voilà, n'hésitez pas. Du coup, bien sûr, il y aura d'autres webinaires à venir. Donc, abonnez-vous pour être au courant.